Chez FDJ, on a fait le choix de ne pas se positionner sur une approche de sponsoring un petit peu classique, traditionnelle, mais vraiment de développer l'e-sport comme un nouveau business, une vraie activité à part entière, et de ne pas proposer, comme on le fait d'habitude sur le sport traditionnel, par exemple, dans lequel on est déjà ancré, des dispositifs sur lesquels on vient plaquer juste la marque FDJ. On vient essayer de proposer quelque chose de nouveau et une valeur ajoutée sur le marché pour essayer d'être légitime et d'émerger sur un marché sur lequel FDJ n'est pas endémique. Pour lancer FDJ Sport, en fait, FDJ s'est mis en mode start-up. On a accepté le fait qu'on n'allait pas être rentable à court terme sur les premières années, et on a accepté aussi le fait que le business model allait être à définir dans le temps. Décrire les audiences de l'e-sport, il y a 3 points à prendre en compte. Le premier, c'est qu'on est sur une niche, contrairement à ce qu'on peut entendre. On n'est pas du tout sur des niveaux qui sont ceux du football ou de la NBA, et ça risque pas d'arriver d'ici 2-3 ans, mais une niche qui compte quand même plusieurs millions de personnes. On le disait tout à l'heure, Nielsen ou Médiamétrie chiffre entre 2,5 millions et 3,5 millions le nombre de fans d'e-sport en France. Donc ça commence à prendre de l'importance avec des taux de croissance assez importants à 2 chiffres. Le deuxième point qui est à mon avis le plus important, c'est la composition de l'audience. On est à plus de 80% sur des hommes entre 15 et 34 ans. Si on prend tous les jeux, après on peut avoir des petites différences par jeu, ce qui en fait une audience très qualifiée sur cette cible-là, des hommes 15-34, et qui a une vraie valeur pour les marques. Et puis le troisième point, c'est que c'est une cible qui a du pouvoir d'achat. On le dit assez peu souvent, mais si on parle des joueurs sur PC, qui sont la majorité des joueurs e-sport, un PC de gamer ça vaut cher. Et les foyers qui s'équipent en PC gamer sont souvent des foyers CSP+, ou des CSP+, eux-mêmes quand il s'agit de personnes qui ont plus de 20-25 ans et qui sont dans la vie active. Et aujourd'hui aussi, même si c'est plus difficile à chiffrer, en tout cas on manque un peu de données d'études sur ce sujet-là, mais un vrai engagement de la part des fans d'e-sport. On parle souvent du fan engagement pour valoriser les audiences du sport. Les audiences de l'e-sport ont exactement les mêmes composantes. Elles sont engagées avec les compétitions qu'elles suivent, avec les équipes, même parfois de façon plus forte. Après, on peut citer plein d'exemples, mais de manière générale, quand on suit ce qui se passe sur des plateformes comme Twitter, notamment, on le voit assez nettement. Donc c'est une audience qui a de la valeur. Après, je pense qu'on y arrivera en amenant d'abord les annonceurs à l'e-sport, et si les éditeurs se rendent compte que les annonceurs investissent dans ce domaine-là, ils iront ensuite et mettront peut-être les moyens pour acheter des droits de diffusion, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui parce qu'ils ne trouvent pas le retour sur investissement, parce que la demande des annonceurs n'est peut-être pas encore assez forte, mais on le voit à côté en travaillant avec des ayants droit comme des organisateurs de compétition ou des équipes. Il y a de plus en plus de marques qui sont prêtes à investir pour mettre en place tout un tas d'activations qui vont de l'opération spéciale ponctuelle au sponsoring annuel. Et plus les annonceurs investiront dans le domaine de l'e-sport, plus j'imagine les groupes médias s'y intéresseront. Les Français passent en moyenne 1h28 par jour sur Internet, avec pour 15% des internautes jusqu'à 6 heures de connexion quotidienne. Sur mobile, le poids des applications est considérable. Chaque mobinaute visite en moyenne 16 applications par mois, qui pèsent 87% du temps passé sur son smartphone. On voit bien l'enjeu pour les marques médias d'émerger dans un environnement qui est très saturé par les réseaux sociaux, les jeux en ligne ou encore les plateformes de vidéo. On a fermé notre site en octobre 2016 en étant le premier média européen à aller dans ce sens-là. C'était plus que quelque chose d'évident pour nous. Chez Minbuzz, le pourquoi on fait tout ça, c'est de continuer à capter l'attention des 18-34 ans. Et nous-mêmes, en tant que 18-34 ans, on a vu qu'il y avait un changement des usages, que l'attention maintenant se passait à l'intérieur de Facebook et non plus à l'extérieur. Donc on a décidé d'y aller à fond et ça a été un pari qui a été payant. D'aller à la fois sur du 100% plateforme et à la fois du 100% vidéo. Donc oui, il y a une sorte de dépendance, mais nous on préfère jouer dans un énorme bac à sable géant qui ne fait que grandir plutôt que d'aller à contre-courant. Minbuzz a fait le choix du 100% social, c'est même ça qui a boosté vraiment notre croissance. On a fait plus 100% l'année dernière, on est en train de faire plus 60% sur ce début d'année. Le fait d'être 100% social est justement une force car on est sur un marché qui ne fait qu'augmenter, qui ne fait que capter l'attention de plus en plus des 18-35 ans, un marché qui se structure. Donc on est vraiment sur une vague qui est porteuse, donc je dirais plutôt que ça nous aide vraiment à continuer à grandir. Il
faut arrêter d'être romantique sur des façons de faire ou avoir trop d'ego sur des trucs qu'on a lancés. On est sur une attention, en tout cas sur une partie de la population, donc les 18-35 ans, qui change énormément. Avant, on faisait des formats courts, maintenant Facebook nous dit de faire des formats longs, donc on est en train de changer. Avant, on faisait de la curation, maintenant on fait de la production. Donc tout change tellement vite qu'il faut absolument savoir s'adapter pour survivre. Je pense que c'est un des conseils numéro 1 que je donnerais. C'est pas grave, on est habitué, ça fait 10 ans que Topito existe. On a eu des mises à jour d'algorithmes de Google, de Facebook à peu près tous les ans. Donc voilà, pour nous c'était important de continuer, de ne pas suroptimiser ce qu'on faisait, de bien comprendre qu'est-ce qui était impacté ou pas. Par exemple chez nous, les lives sur lesquels on avait beaucoup investi ont été impactés. Les vidéos aussi un petit peu, mais sur les articles ou sur les images sociales qui engagent très fortement, on n'a pas forcément été très impacté. Moi, je dirais principalement ne pas forcément suroptimiser, changer de ligne éditoriale, de ton. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à aller vers à suroptimiser et produire plus des contenus qui fonctionnent le mieux. Voilà, je crois que c'est très important de continuer à garder du sens sur qui on est, qu'est-ce qu'on produit, et au final, qu'est-ce qu'on veut dire. Parce qu'un chiffre, ça reste un chiffre, on peut l'utiliser à n'importe quelle sauce. Deuxièmement, utiliser un outil qui s'appelle CrowdTungle, qui est fourni à quelques éditeurs par Facebook, qui est passionnant pour comprendre l'engagement sur ces contenus, comprendre ce qui fonctionne moins, et puis surtout comprendre aussi quels contenus ressortent désormais avec le nouvel algorithme. Donc c'est vraiment de la connaissance de la veille, mais aussi de la veille interne, comprendre ce qui fonctionne. Créer des choses, tester des choses, se planter, essayer de créer de l'originalité, quelque chose qui a du sens. Alors Facebook veut mettre en avant le meaningful. Pour nous, c'est pas forcément le meaningful au terme purement américain, mais plutôt quelque chose, quelle valeur ajoutée j'apporte, qu'est-ce que je raconte, pourquoi Topito va publier ce type de contenu et pourquoi je le verrai pas ailleurs. Donc vraiment se recentrer un petit peu sur, au final, qu'est-ce qu'on raconte plutôt que de publier en plus. Et enfin, se diversifier. Sur Topito, on l'a fait depuis l'origine du projet. Je pense que c'est important de diversifier son source de trafic, de revenus, parce que cet algorithme Facebook, le prochain, ce sera sur Instagram, sur Snapchat. Donc voilà, pour nous, c'est très important d'aller sur chaque plateforme de manière raisonnée et surtout, encore une fois, avec un vrai intérêt, un vrai sens édito.